Au cœur scintillant de Paris, où l'ambition est une monnaie d'échange et la gentillesse un luxe oublié, une jeune serveuse nommée Chloé Dubois mène une vie de désespoir tranquille. Noyée sous les factures médicales de sa mère, chaque pourboire de 20 € est une bouée de sauvetage. Mais lorsqu'elle trouve une montre Patek Philippe, un chef-d'œuvre valant plus que ce qu'elle pourrait gagner en toute une vie, oubliée par le milliardaire le plus secret de la ville, elle est confrontée à un choix impossible. Dans un monde qui récompense les impitoyables, Chloé accomplit un acte d'honnêteté radicale en rendant la montre sans un mot. Elle n'attendait rien. Ce qu'elle a obtenu en retour fut la clé d'un monde de richesse inimaginable et d'un drame qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. La symphonie implacable de Paris était la bande sonore de la vie de Chloé Dubois. Un crescendo chaotique de pneus crissants, de sirènes lointaines et du murmure incessant d'un million de conversations pressées. À 23 ans, elle se sentait moins comme une résidente que comme un fantôme hantant la périphérie de son existence éblouissante. Son monde était un appartement exigu au 5e étage sans ascenseur dans le 19e arrondissement, un contraste saisissant avec la scène opulente où elle jouait son rôle nocturne. Serveuse à l'Orphée, l'un des restaurants les plus exclusifs et astronomiquement chers de la capitale. L'Orphée était un univers en soi. Niché dans un coin discret du Triangle d'Or, c'était un sanctuaire pour l'élite de la ville, un endroit où les fortunes se discutaient autour de plats infusés à la truffe et où des contrats de plusieurs milliards d'euros étaient scellés au tintement des verres en cristal. L'air entre ces murs sacrés drapés de velours était épais de l'odeur de l'argent, du pouvoir, et d'un parfum rare que Chloé ne parvenait jamais tout à fait à identifier, mais qui s'accrochait à son uniforme bon marché longtemps après la fin de son service. Pour Chloé, l'Orphée était à la fois une bouée de sauvetage et une cage dorée. Les pourboires, lorsque les clients se sentaient généreux, étaient la seule chose qui lui permettait, à elle et à sa mère, de garder la tête hors de l'eau. Sa mère, Clara, n'était plus que l'ombre fragile d'elle-même, attachée à un labyrinthe d'équipements médicaux qui remplissaient leur petit salon d'un bip rythmique constant. La sclérose en plaques avait été une voleuse cruelle, lui dérobant sa mobilité, sa carrière de professeur de danse et la lumière vibrante de ses yeux. Les factures médicales étaient une marée montante implacable, et Chloé avait l'impression de faire constamment du surplace, la menace de la noyade étant une réalité quotidienne. Elle se souvenait des jours où sa mère tourbillonnait dans ce même salon, le rire fusant comme une musique, avant que ses muscles ne la trahissent. Maintenant, le seul mouvement était le clignotement des moniteurs. Chaque soir, Chloé se transformait. Elle abandonnait ses baskets usées et son jean délavé, les emblèmes de sa vie réelle, pour enfiler l'uniforme noir impeccable de l'Orphée. Elle nouait ses cheveux blond miel en un chignon sévère et élégant, appliquait un masque d'indifférence polie, et devenait un rouage discret dans la machinerie sans faille du restaurant. Elle était experte pour anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, pour remplir un verre d'eau sans interrompre une conversation feutrée, pour être présente mais invisible. Le restaurant était son théâtre, et elle y jouait un rôle qui lui coûtait chaque jour un peu plus de son âme. Elle observait les clients, leur vie si éloignée de la sienne qu'ils auraient pu venir d'une autre planète. Ils parlaient de voyages à Saint-Barth, de l'achat de nouveaux yachts, de la déception de leur dernier investissement. Pour Chloé, une déception était une facture inattendue de la pharmacie. Ses collègues formaient un groupe hétéroclite de vétérans blasés, d'acteurs en herbe pour qui le service était un mal nécessaire, et de serveurs de carrière férocement compétitifs qui gardaient leur section comme des seigneurs féodaux. La reine incontestée de cette dernière catégorie était Jessica, une femme dont le sourire était aussi acéré que ses talons aiguilles. Jessica, avec ses cheveux noirs corbeaux et ses yeux calculateurs, se déplaçait dans le restaurant avec une grâce prédatrice, son charme étant une arme soigneusement déployée pour s'assurer les meilleures tables et les pourboires les plus lucratifs. Elle considérait la compétence tranquille de Chloé non pas avec respect, mais avec suspicion, la voyant comme une rivale dans une guerre silencieuse et non déclarée. La table cette sirote un simple expresso depuis 1 heure, sifflait Jessica, un fantôme de sourire narquois sur les lèvres. Ne t'attends pas à payer ton loyer avec ça, ma petite. Chloé se contentait d'hocher la tête, son visage un masque neutre, refusant de donner à Jessica la satisfaction d'une réaction. Elle avait de plus grandes batailles à mener que des rivalités mesquines sur son lieu de travail. La guerre silencieuse avec Jessica était épuisante. Chaque interaction était un champ de mine. Si Chloé recevait un bon pourboire, Jessica laissait entendre qu'elle avait dû flirter outrageusement. Si un client la complimentait, Jessica le répétait avec un ton qui transformait l'éloge en insulte. Chloé se protégeait en se murant dans une réserve stoïque, ce qui, ironiquement, ne faisait qu'alimenter les soupçons de Jessica, qui interprétait son silence comme de l'arrogance. Chloé rêvait d'un travail où elle pourrait simplement faire ses tâches sans avoir à naviguer dans ce marécage social toxique, mais l'Orphée payait trop bien pour qu'elle puisse se permettre de partir. Chaque euro était compté, chaque pourboire alloué avant même d'avoir été gagné. Une partie pour le loyer, une partie pour les courses, et la part du lion pour le gouffre sans fond des dépenses médicales de Clara.
Elle avait appris à vivre avec une boule d'anxiété constante dans l'estomac, une peur sourde qui ne la quittait jamais. Le poids de la responsabilité était écrasant. Parfois, la nuit, elle restait éveillée, écoutant la respiration de sa mère et les bips des machines, et elle se sentait si vieille, bien au-delà de ses 23 ans. Elle avait renoncé à ses propres rêves, ses études d'art mises en pause indéfiniment, sa vie sociale inexistante. Son monde s'était rétréci aux 4 murs de leur appartement et aux murs de velours de l'Orphée. C'était une existence en suspens, une attente constante d'un soulagement qui ne venait jamais. Parmi le panthéon des habitués de l'Orphée, une figure se détachait, enveloppée d'une aura de mystère et d'un pouvoir immense. Monsieur Paul Valois. Valois était un nom murmuré avec admiration dans les quartiers financiers du monde entier. Un magnate de la technologie qui avait bâti un empire à partir d'une seule idée révolutionnaire conçue dans un garage de la French Tech. Il était notoirement secret, son visage apparaissant rarement dans les pages des magazines qui disséquaient la vie des riches. Pour la plupart des gens, il était un fantôme, un spectre dans la machine du commerce mondial. Mais à l'Orphée, il était une présence tangible, bien qu'intimidante. Il dînait seul, toujours à la même table d'angle isolée, 2 fois par semaine, les mardis et jeudis. Il ne réservait jamais. La table était simplement toujours tenue pour lui. Son arrivée était un ballet silencieux et bien répété. Le maître d'hôtel, un redoutable homme nommé Antoine, le saluait d'un profond et respectueux hochement de tête, jamais un mot. Un serveur, généralement l'un des plus anciens, était assigné à la tâche à haut risque de servir un homme qui communiquait par gestes et monosyllabes. M. Valois n'était pas beau de la manière conventionnelle et polie des autres hommes qui fréquentaient l'Orphée. Ses traits étaient nets, presque sévères, avec une mâchoire forte perpétuellement ombragée par une barbe naissante. Ses cheveux sombres étaient parsemés de fils d'argent prématurés aux tempes, et ses yeux, d'un gris d'une intensité surprenante, semblaient ne rien manquer. C'étaient les yeux d'un homme qui voyait le monde non pas comme un lieu à apprécier, mais comme un système complexe à analyser, comprendre et conquérir. Il portait des costumes sombres impeccablement taillés qui semblaient absorber la lumière, le faisant paraître encore plus distant. Chloé ne l'avait jamais servi. Elle était trop junior, trop insignifiante dans la hiérarchie rigide du restaurant. Elle l'observait de loin, une silhouette silencieuse et immobile dans le coin, son attention entièrement portée sur la tablette qu'il apportait toujours avec lui. Il mangeait avec une précision mécanique, ses mouvements économiques et dépourvus de tout plaisir apparent. Il était une énigme, une silhouette austère se découpant sur le fond opulent du restaurant, et Chloé, observatrice née, le trouvait étrangement fascinant. Il semblait totalement seul, non pas d'une manière qui suscitait la pitié, mais d'une manière qui suggérait un isolement délibéré et auto-imposé. Il était l'incarnation de ce monde auquel elle n'appartenait pas, un monde de pouvoir silencieux et de richesse insondable. Un mardi soir de fin octobre, la ville était rendue glissante par une pluie froide et persistante. Le restaurant était inhabituellement bondé, une cacophonie de couverts qui s'entrechoquent et de rires éclatants. Un serveur expérimenté s'était porté malade, et l'ordre méticuleusement planifié du service était bouleversé. Antoine, son visage un masque de panique à peine contenu, balaya la salle du regard. Ses yeux se posèrent sur Chloé. « Dubois, dit-il, sa voix sèche. Table 4, Monsieur Valois. » Une secousse, vive et électrique, traversa Chloé. Elle sentit une douzaine de paires d'yeux, y compris le regard venimeux de Jessica, se fixer sur elle. C'était ça, un test, une chance de faire ses preuves, ou d'échouer de manière spectaculaire devant le client le plus important du restaurant. « Oui, Antoine, » répondit-elle, sa voix stable malgré les battements frénétiques de son cœur. Elle s'approcha de la table avec un calme exercé qu'elle ne ressentait pas. Monsieur Valois ne leva pas les yeux de sa tablette, tandis qu'elle remplissait son verre d'eau. Sa présence était encore plus redoutable de près, un champ palpable d'énergie intense et concentrée. « Monsieur Valois, » dit-elle doucement, sa voix à peine un murmure. « Puis-je vous proposer quelque chose pour commencer ?» Il ne répondit pas. Il leva simplement un seul long doigt, pointant un article sur le menu posé à côté de lui, les noix de Saint-Jacques poêlées. Puis il pointa le plat principal, le filet mignon, saignant. Et enfin, la carte des vins, une bouteille de Château Margaux, un vin qui coûtait plus que le loyer mensuel de Chloé. Chloé hocha simplement la tête. « Bien sûr, monsieur. » Le reste du service fut une danse silencieuse et tendue. Chloé se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, anticipant ses besoins avec une précision déconcertante. Elle remplissait son verre de vin au moment exact où c'était nécessaire, remplaçait ses couverts avec une efficacité silencieuse et débarrassait ses assiettes d'un mouvement rapide et discret. Elle ne parlait jamais à moins que ce ne soit absolument nécessaire, sentant qu'il appréciait le silence par-dessus tout. Pour la première fois, elle vit une lueur de quelque chose dans ses yeux gris alors qu'il la regardait. Pas de la chaleur,
mais une lueur de reconnaissance, de surprise. Il semblait la voir vraiment, non pas comme une serveuse, mais comme une présence compétente et efficace. Quand il eut fini, il posa sa carte bancaire noire sur le petit plateau d'argent. Alors que Chloé la prenait, ses doigts effleurèrent le métal froid de sa montre, qu'il avait enlevé et placé à côté du plateau. Ce fut un contact instinctif et fugace, mais le poids et le design complexe de la montre s'imprimèrent dans son esprit. C'était une Patek Philippe, une marque qu'elle reconnaissait dans les magazines sur papier glacé qu'elle feuilletait parfois pendant sa pause. Un symbole d'un niveau de richesse si vaste qu'il en était presque abstrait. Elle passa la carte, revint avec le reçu, et il le signa sans un regard pour le total. Il ajouta un pourboire qui dépassait ce qu'elle gagnait habituellement en 3 nuits. Puis, avec un dernier hochement de tête presque imperceptible, il se leva et partit, se fondant à nouveau dans la nuit parisienne balayée par la pluie. Chloé laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Son corps était endolori par une tension dont elle n'avait pas eu conscience. Elle commença à débarrasser la table, ses mouvements automatiques. En ramassant la serviette en lin, ses doigts effleurèrent quelque chose de dur et de froid. Là, nichée dans les plis de la serviette, se trouvait la montre Patek Philippe. C'était un chef-d'œuvre d'or rose étincelant, son cadran une constellation de minuscules engrenages et cadrans complexes. Son bracelet en cuir, de la couleur d'un riche chocolat noir. La lumière du lustre au-dessus captait les diamants qui marquaient les heures, les faisant scintiller comme des étoiles captives. Le cœur de Chloé s'arrêta. Elle regarda autour d'elle. Le restaurant était toujours animé, un univers à des années-lumière d'elle et du petit objet incroyablement précieux dans sa main. Elle regarda vers la porte où M. Valois avait disparu. Il était parti. Et dans sa main, elle tenait une fortune. La solution à tous ses problèmes, la réponse à un millier de prières désespérées. Tout ce qu'elle avait à faire était de s'en aller. La montre Patek Philippe semblait d'un poids troublant dans la paume de Chloé, sa masse dépassant de loin son poids physique. C'était le poids d'un carrefour moral, la gravité d'une décision qui pourrait irrévocablement changer le cours de sa vie. Debout au cœur animé et inconscient de l'Orphée, elle ressentit un profond sentiment de dislocation, comme si elle et la montre existaient dans une bulle de réalité séparée et silencieuse. Son premier instinct fut une secousse de panique pure et sans mélange. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, un oiseau frénétique piégé dans une cage. Elle glissa rapidement, presque furtivement, la montre dans la poche de son tablier, le métal froid étant une marque brûlante contre sa hanche. Ses yeux parcoururent la pièce, convaincus que tout le monde devait savoir, que sa soudaine possession de cette immense richesse était en quelque sorte visible, une aura de culpabilité brillante autour d'elle. Mais personne ne lui prêta attention. La symphonie du restaurant continua, inconsciente de l'événement sismique qui venait de se produire dans son petit monde. Jessica passa devant elle en se pavanant, un sourire narquois triomphant sur le visage. « Ne dépense pas ce gros pourboire d'un seul coup », ricana-t-elle, ses yeux brillants de malice. Chloé l'entendit à peine. La remarque désobligeante, qui l'aurait normalement piquée, n'était qu'une piqûre d'épingle face à l'ouragan qui faisait rage en elle. Pendant le reste de son service, Chloé se déplaça dans un état second. Elle accomplissait ses tâches avec la précision d'un automate, son esprit un tourbillon chaotique de pensées. La montre dans sa poche était une présence constante et lancinante, le chant d'une sirène promettant une issue à sa situation désespérée. Les images affluaient dans son esprit, nettes et douloureusement vives. La montagne de factures médicales de sa mère, une pile d'enveloppes blanches impeccables qui semblaient la narguer avec leurs exigences formelles et inflexibles. Le regard fatigué et tendu de sa mère lorsqu'elle avait dû avouer qu'elle ne pouvait pas se permettre le nouveau traitement expérimental que le médecin avait recommandé. La peur constante et rongeante de la prochaine dépense imprévue, de la prochaine lettre menaçant de couper leur électricité, du prochain avis d'expulsion. La montre pouvait changer tout cela. C'était une clé, un ticket d'or pour sortir du labyrinthe de la pauvreté et des dettes. Elle pourrait la vendre. Il y avait des endroits dans la ville, des bijoutiers discrets près de la place Vendôme qui ne poseraient pas trop de questions. La pensée, une fois qu'elle eut pris racine, était séduisante, une liane empoisonnée s'enroulant autour de sa conscience. Elle pourrait payer chaque facture. Elle pourrait s'offrir les meilleurs médecins, les meilleurs traitements pour sa mère. Elle pourrait quitter leur appartement exigu et délabré pour un endroit avec un ascenseur. Un endroit où sa mère pourrait sentir le soleil sur son visage sans avoir à affronter 5 étages d'escalier. Elle pourrait enfin respirer. Pour la première fois depuis des années, elle pourrait respirer. La fantaisie était si puissante, si enivrante que, pendant un instant, elle parut réelle. Elle pouvait presque sentir le soulagement, le délestage d'un fardeau qu'elle portait depuis si longtemps qu'il était devenu une partie d'elle. Mais alors, une autre image s'imposa, crue et importune. Le visage de M. Valois,
ses yeux non pas froids comme elle l'avait d'abord pensé, mais vides. Les yeux d'un homme qui possédait tout et ne ressentait peut-être rien. Un homme qui vivait dans une forteresse de solitude auto-imposée. Elle se souvint de la lueur de surprise, de reconnaissance, quand il l'avait regardé travailler. Il avait vu sa compétence, sa dignité tranquille. Il lui avait fait confiance, et elle était sur le point de trahir cette confiance. La pensée provoqua une vague de nausée. La montre, qui quelques instants auparavant ressemblait à une clé, ressemblait maintenant à une pierre l'entraînant dans un bourbier de tromperie. Elle pensa à sa mère, Clara. Malgré sa maladie, sa mère lui avait inculqué un sens de l'intégrité féroce et inflexible. « Ton caractère est la seule chose que personne ne pourra jamais te prendre, Chloé, » disait-elle, sa voix faible mais son esprit fort. « C'est la seule vraie richesse que tu posséderas jamais. » Que penserait sa mère si elle savait? La pensée était insupportable. La honte serait un fardeau bien plus lourd que n'importe quelle dette. La bataille interne fit rage toute la nuit. Le diable sur une épaule lui murmurait de douces promesses de liberté et de soulagement, tandis que l'ange sur l'autre parlait d'honneur et d'intégrité. Au moment où elle rentrait chez elle à travers les rues désertes de Paris avant l'aube, la pluie avait cessé, laissant l'asphalte briller sous la lueur orange des lampadaires. La ville était silencieuse, et dans le silence, sa conscience parlait avec une clarté assourdissante. Elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas devenir une personne qu'elle mépriserait. L'argent, même s'il résolvait beaucoup de choses, serait un poison contaminant tout ce qu'il toucherait. Le soulagement serait fugace, mais la honte serait permanente. Sa décision prise, un étrange sentiment de calme s'installa en elle. Ce n'était pas le soulagement étourdissant de sa fantaisie précédente, mais un sentiment de justesse calme et solide. Le chemin à parcourir était toujours semé d'embûches, la montagne de dettes n'était pas moins haute, mais elle l'affronterait en étant elle-même, avec son intégrité intacte. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit au chevet de sa mère, regardant la douce montée et descente de sa poitrine, le bip rythmique des machines étant une présence étrangement réconfortante. Elle tenait la montre dans sa main, son mécanisme complexe tic-tacant doucement, un minuscule battement de cœur mécanique. C'était un bel objet, un témoignage de l'ingéniosité et de l'art humain. Mais il ne lui appartenait pas. Le lendemain, elle alla travailler avec un sentiment de détermination renouvelé. Elle se sentait plus légère, déchargée. Elle enveloppa soigneusement la montre dans un tissu doux et propre de sa propre maigre collection de linge et la plaça dans son casier. Elle avait un plan, un simple acte de restitution anonyme. Le jeudi arriva, et avec lui la certitude du retour de M. Valois. La journée s'éternisa, chaque minute s'étirant en une éternité. Chloé ressentait une énergie nerveuse, une anxiété différente de celle qu'elle avait ressentie auparavant. C'était l'anxiété de l'anticipation, de la clôture d'un chapitre. Le soir tombé, il arriva, une silhouette sombre et silencieuse fendant le bavardage joyeux du restaurant. Il prit sa table habituelle. Antoine, suivant le nouveau protocole non déclaré, fit signe à Chloé de le servir. Son cœur battait la chamade alors qu'elle s'approchait de la table. Il passa sa commande de la même manière silencieuse, en pointant le menu. Elle le servit avec la même efficacité tranquille qu'auparavant. Pendant tout le repas, elle attendit le bon moment, un moment où il serait absorbé par sa tablette, un moment où personne d'autre ne regarderait. L'occasion se présenta alors qu'il finissait son plat principal. Le restaurant était à son apogée, un tourbillon d'activité. Jessica était aux petits soins pour une table de touristes bruyants. Antoine était à l'entrée, saluant un nouvel arrivant. La voie était libre. Prenant une profonde inspiration, ses mouvements rapides et sûrs, elle s'approcha de sa table, soi-disant pour remplir son verre d'eau. D'un mouvement fluide et exercé, elle plaça la montre enveloppée de lin sur le siège vide à côté de lui, la glissant près de sa mallette. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne le regarda pas. Elle ne dit pas un mot. Elle versa simplement l'eau et s'éloigna, le dos droit, son cœur battant un rythme régulier et résolu. Elle ne se retourna pas pour voir sa réaction. Elle ne le voulait pas. L'acte était complet. C'était un don anonyme, une conversation silencieuse entre sa conscience et le monde. Elle n'avait pas seulement rendu une montre, mais un morceau de sa propre âme qu'elle avait risqué de perdre. Elle avait choisi le chemin le plus difficile, le chemin de l'intégrité. Et alors qu'elle se retirait dans l'ombre du restaurant animé, elle ressentit un sentiment de paix profond et inébranlable. Elle était pauvre. Elle luttait. Mais elle était honnête. Et dans la cage dorée de l'Orphée, cela semblait être le bien le plus précieux de tous. Paul Valois était un homme qui opérait sur un plan d'observation méticuleuse et de logique calculée. Son empire était bâti sur sa capacité à voir des schémas que les autres manquaient, à anticiper les évolutions du marché avant qu'elles ne se produisent, à comprendre la danse complexe de cause à effet. Son caractère reclus n'était pas né de la timidité,
mais d'une profonde impatience face aux trivialités de l'interaction sociale. Il préférait le langage propre et prévisible des données au sous-texte désordonné et souvent trompeur de la conversation humaine. Lorsque la jeune serveuse, Chloé, l'avait servi pour la première fois, il l'avait remarqué. C'était impossible de ne pas le faire. Dans un monde de génuflexion et d'avarice à peine dissimulée, sa compétence tranquille était une anomalie. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement que lui, un homme qui valorisait l'efficacité par-dessus tout, pouvait apprécier. Elle n'essayait pas de l'engager dans une conversation futile. Elle ne rôdait pas dans l'attente. Elle faisait simplement son travail, et elle le faisait parfaitement. Il lui avait laissé un pourboire substantiel, une récompense logique pour un service de qualité supérieure. Quand il découvrit que sa Patek Philippe manquait, il ne ressentit pas de panique, mais une profonde et résonnante contrariété. La montre était un cadeau de son défunt père, l'un des rares objets sentimentaux qu'il possédait. C'était un lien tangible avec un homme qu'il avait à la fois admiré et eu du mal à comprendre. Sa valeur monétaire était sans importance. Sa perte était une perturbation, une note discordante dans la symphonie soigneusement composée de sa vie. Il avait immédiatement supposé qu'elle était perdue pour toujours, une autre victime du monde négligent et avide qu'il évitait si assidûment. Il avait déjà mentalement chargé son assistant de commencer la recherche d'un remplacement, bien qu'il sût qu'elle ne pourrait jamais vraiment être remplacée. Maintenant, assis à sa table à l'Orphée, 2 nuits plus tard, il sentit un subtil changement dans l'atmosphère. La même serveuse le servait. Ses mouvements étaient tout aussi précis, son silence tout aussi respectueux. Mais il y avait une nouvelle tension presque imperceptible dans sa posture, une détermination concentrée. Alors qu'elle se penchait pour verser son eau, il remarqua un mouvement fugace et délibéré vers la chaise vide à côté de lui. Il ne réagit pas, son visage un masque d'indifférence, mais son esprit, un moteur analytique finement réglé, enregistra l'anomalie. Quand elle s'éloigna, il attendit une minute entière, les yeux sur sa tablette, avant de laisser son regard dériver vers l'endroit où elle s'était tenue. Là, contre sa mallette, se trouvait un petit paquet enveloppé de tissu. Il sut, avec une certitude qui transcendait la logique, ce que c'était. Lentement, délibérément, il tendit la main pour le prendre. Ses longs doigts déballèrent le simple et propre linge pour révéler la lueur familière et rassurante de leur rose. Sa montre. Elle était immaculée, intacte. Il passa un pouce sur le cristal froid et lisse. Une émotion étrange et inconnue vacilla en lui. Ce n'était pas du soulagement, pas exactement. C'était un profond sentiment de surprise, une perturbation de sa vision du monde soigneusement construite. Dans son monde, les gens prenaient ce qu'ils pouvaient. La gentillesse était une monnaie pour les imbéciles, et l'honnêteté était un handicap. Pourtant, cette jeune femme, dont il savait, d'un simple coup d'œil à ses chaussures usées, qu'elle avait probablement plus besoin d'argent que quiconque dans ce restaurant, avait rendu un objet valant une petite fortune. Et elle l'avait fait silencieusement, anonymement, sans attendre de récompense. C'était une donnée qui ne correspondait pas à son algorithme. C'était un acte d'intégrité profonde, illogique et irrationnel, et cela le fascinait. Il la chercha du regard, mais elle était occupée à une autre table, le dos tourné. Il aurait pu l'appeler, la remercier, lui donner un chèque qui aurait résolu tous ses problèmes. Mais cela semblait insuffisant. Cela semblait grossier, une transaction. Et ce qu'elle avait fait n'était pas une transaction. C'était une déclaration. Paul Valois ne croyait pas aux simples récompenses. Il croyait aux investissements. Il croyait au développement du potentiel. Cette jeune femme possédait un caractère plus rare et plus précieux que n'importe quel métal précieux. Une idée commença à se former dans son esprit, un plan aussi peu conventionnel et audacieux que ses stratégies commerciales. Un simple merci serait oublié. Un chèque serait dépensé. Il voulait lui donner quelque chose qui changerait le tissu même de sa vie, un outil, une clé vers un avenir différent, une opportunité. Il paya sa note, laissant un autre pourboire ridiculement élevé, et quitta le restaurant. Mais cette fois, il ne disparut pas dans la nuit. Il s'assit dans sa Maybach garée à un pâté de maison, ses vitres teintées le rendant invisible. Il attendit. 1 heure plus tard, Chloé sortit. Ses épaules étaient affaissées par la fatigue d'un long service. Il la regarda marcher vers la station de métro, une petite silhouette solitaire sur la toile de fond vaste et impersonnelle de la ville. Il ne la suivit pas. Il n'en avait pas besoin. Il avait toutes les informations nécessaires. Il prit son téléphone et appela son chef de la sécurité, un ancien agent du Mossad nommé Michel. Les instructions qu'il donna étaient précises, peu orthodoxes et ne laissaient aucune place à l'erreur. Le lendemain, Chloé arriva à l'Orphée, se sentant comme si un grand poids lui avait été enlevé. L'air dans le vestiaire du personnel, habituellement épais de tension et de commérage, semblait respirable.
Même le ricanement habituel de Jessica semblait manquer de sa mordant habituelle. « N'aie pas l'air si suffisante », siffla Jessica alors que Chloé passait devant elle. « Il ne te demandera probablement même plus. » Chloé se contenta de sourire, un petit sourire sincère. « Bon service, Jessica. » Elle se dirigea vers son casier, une petite boîte en métal cabossé qui contenait ses vêtements de ville et les quelques objets personnels qu'elle gardait au travail. Elle tourna la clé dans la serrure, le grincement familier de la charnière faisant partie de sa routine quotidienne. Mais alors que la porte s'ouvrait, quelque chose tomba, atterrissant avec un bruit sourd sur le sol en linoléum usé. C'était une petite boîte noire, élégante et sans fioriture. Confuse, Chloé se pencha et la ramassa. Elle était lourde, froide au toucher. Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit. Nichée sur un lit de velours noir, se trouvait une unique clé de voiture. Ce n'était pas n'importe quelle clé. C'était un objet de technologie sophistiquée. Sa surface d'un noir brillant était ornée de l'emblématique étoile à 3 branches de Mercedes-Benz. Attachée à la clé, une simple étiquette en argent. Gravé dessus, un seul mot, honnêteté. Chloé la fixa, son esprit incapable de traiter ce qu'elle voyait. Une clé de voiture. Une clé de Mercedes. Cela n'avait aucun sens. Ce devait être une erreur. Une farce. Une blague cruelle et élaborée. Qu'est-ce que tu as là, Dubois? Chloé leva les yeux. Jessica se tenait au-dessus d'elle, les bras croisés, les yeux plissés de suspicion. Derrière elle, quelques autres serveuses s'étaient rassemblées, leur visage un mélange de curiosité et d'envie. Chloé referma rapidement la boîte. Ce n'est rien, marmonna-t-elle, son visage s'empourprant. Mais Jessica fut trop rapide. Elle arracha la boîte des mains de Chloé et l'ouvrit. Un hoquet de surprise collectif parcourut le petit groupe. « Eh bien, dit Jessica, sa voix dégoulinant d'une douceur feinte. On dirait que quelqu'un a reçu plus que de simples pourboires. » Elle balança la clé devant le visage de Chloé. « Une Mercedes? Ça a dû être un sacré service que tu as offert à Monsieur Valois. Ou était-ce un service après les heures ?» L'insinuation était laide, venimeuse, et elle flotta dans l'air comme un poison. Les autres serveuses échangèrent des regards entendus. Les graines de la suspicion avaient été semées. « Je ne sais pas d'où ça vient, » balbutia Chloé, sa voix à peine un murmure. Le sentiment de paix qu'elle avait ressenti quelques instants auparavant s'était évaporé, remplacé par une terreur froide et insidieuse. « Oh, j'en suis sûre, » rit Jessica. « Un son dur et désagréable. Des choses comme ça tombent du ciel pour les filles comme toi, n'est-ce pas ?» Elle jeta la boîte à Chloé, un regard de triomphe pur et sans mélange sur son visage. La machine à rumeurs avait de quoi moudre pour la semaine. La tranquille et discrète Chloé Dubois, la fille qui restait dans son coin, était soudainement au centre d'un scandale. Chloé resta là, la clé lui semblant un charbon ardent dans la main. Elle n'avait voulu aucune récompense, aucune reconnaissance, mais une récompense l'avait trouvée quand même, un cadeau silencieux et extravagant d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Et cela ne lui avait pas apporté la liberté ou le soulagement. Cela lui avait apporté une nouvelle sorte de cage, une cage construite de suspicion, de jalousie et des murmures malveillants de ses collègues. La vertu silencieuse qui lui avait apporté la paix menaçait maintenant de devenir la source de sa ruine. La découverte de la clé Mercedes transforma l'Orphée en un territoire hostile pour Chloé. La clé restait cachée dans son casier, un secret toxique, tandis que les murmures qu'elle générait la suivaient comme une ombre. Jessica, alimentée par un puissant cocktail de jalousie et d'indignation vertueuse, devint la narratrice autoproclamée du prétendu scandale de Chloé, peignant un tableau sordide d'une serveuse intrigante séduisant un milliardaire. « J'ai entendu dire qu'il lui loue un appartement avenue Montaigne », chuchotait-elle de manière théâtrale à des collègues captivés. Le silence de Chloé fut réinterprété comme de l'arrogance, son efficacité comme une ruse. Elle essaya de l'ignorer, mais le barrage constant de suspicion était corrosif, érodant son sang-froid. Dans cette tourmente, une nouvelle complication apparut. Richard Fournier, le directeur de salle charismatique et ambitieux du restaurant. C'était un homme avec le sourire d'un politicien et l'instinct d'un prédateur pour l'opportunité. Dans les jours qui suivirent l'apparition de la clé, sa cordialité professionnelle envers Chloé se transforma en un intérêt personnel profondément troublant. « Chloé, » dit-il un soir, la coinçant près de la cave à vin, sa voix un murmure bas et conspirateur. « Ne les laisse pas t'atteindre. Les gens sont juste jaloux. » Chloé se tendit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Richard sourit, une expression lente et entendue qui lui donna la chair de poule. « C'est bon, » apaisa-t-il, ces mots un piège de soi. « Ton secret est en sécurité avec moi. Un homme comme Monsieur Valois peut ouvrir beaucoup de portes. Mais tu dois être prudente.
Tu as besoin de quelqu'un dans ton camp, quelqu'un pour te guider. Il posa une main sur son bras, son contact s'attardant un instant de trop. Je peux être cette personne, Chloé. Ton amie. Son offre était claire. Il ne voulait pas être son amie. Il voulait une part du gâteau, une part de la manne qu'il imaginait qu'elle avait obtenue. C'était un parasite masquant son avarice sous un vernis de charme. Chloé retira son bras, un nœud de terreur se serrant dans son estomac. « Je dois retourner à ma section », dit-elle, fuyant son sourire mielleux. Richard était le faux fuyant, une variable dangereuse, brouillant les eaux déjà troubles de sa situation difficile. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un bureau minimaliste surplombant le parc Monceau, Paul Valois menait sa propre enquête, bien plus discrète. La restitution de la montre avait piqué sa curiosité. La serveuse elle-même était devenue une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Son cadeau de la voiture n'était pas seulement une récompense. C'était un mouvement stratégique conçu pour susciter une réaction. Il voulait voir ce qu'elle ferait ensuite. Son premier appel avait été pour Michel, son chef de la sécurité ex-Mossad. L'instruction était simple. « Je veux tout savoir sur la serveuse, Chloé Dubois. Restaurant l'Orphée. Sois invisible. » En 48 heures, un dossier complet était sur le bureau de Paul. Il apprit la maladie invalidante de sa mère, le poids écrasant de la dette médicale, le 5e étage sans ascenseur dans le 19e. Il vit des photos d'elle dans le métro, son visage marqué par une lassitude qui démentait son âge. Le dossier rendait la restitution de la montre encore plus remarquable. Ce n'était pas seulement de l'honnêteté. C'était un profond sacrifice. Elle avait tenu la solution à ses problèmes désespérés dans sa main et avait choisi de la rendre. Les données confirmaient son évaluation initiale. Son caractère était une anomalie. Mais les données révélaient également un nouveau développement troublant. La surveillance de Michel avait capturé le harcèlement croissant de la part de ses collègues, les rumeurs venimeuses propagées par Jessica et, plus inquiétant encore, les avances prédatrices de Richard. Fournier. Paul visionna un court clip vidéo granuleux de Richard coinçant Chloé près de la cave à vin, sa main sur son bras. La mâchoire de Paul se serra. Une fureur froide s'empara de lui. Son cadeau, destiné à être une reconnaissance silencieuse de sa vertu, avait par inadvertance peint une cible sur son dos. Il l'avait rendu vulnérable au jeu mesquin et avide des autres. Son plan initial d'observer à distance n'était plus viable. Il ne pouvait pas rester un observateur passif pendant qu'elle souffrait pour son intégrité. Il devait intervenir. Mais comment? Une confrontation directe n'était pas son style. Lui donner un chèque maintenant ressemblerait à un sauvetage, une aumône qui validerait les rumeurs mêmes qu'il cherchait à étouffer. Cela la ferait passer pour une femme entretenue, diminuant la puissance de son propre choix. Non, la solution devait être aussi élégante et précise que son acte de restitution de la montre. Ce devait être une déclaration, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'avaient mal jugée. Il s'adossa, ses yeux gris fixés sur la ville en contrebas. Le problème était complexe, avec de multiples variables. La fierté de Chloé, la méchanceté de Jessica, l'ambition de Richard. Il commença à formuler un nouveau plan, une intervention qui se déroulerait dans l'arène même où le drame avait commencé. Il n'allait pas seulement récompenser l'honnêteté de Chloé, il allait l'utiliser comme une arme. Il orchestrerait un moment de justification publique si absolue qu'elle ferait taire les murmures pour toujours. Il prit son téléphone et appela la seule personne à l'Orphée en qui il avait confiance pour être un professionnel. « Antoine », dit-il, sa voix calme et autoritaire. « Paul Valois. Je dois réserver l'intégralité du restaurant pour un événement privé jeudi prochain. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. « L'intégralité du restaurant, monsieur Valois ?» balbutia finalement Antoine. « L'intégralité du restaurant, » confirma Paul. « Et j'aurai quelques exigences particulières pour le service. » Le jeu avait changé. Le milliardaire silencieux était sur le point de sortir de l'ombre, et l'acte final du drame allait commencer. La semaine précédant l'événement privé de monsieur Valois fut un creuset pour Chloé. La nouvelle que le milliardaire avait réservé tout le restaurant enflamma la machine à rumeurs, et elle en était le combustible. Les chuchotements n'étaient plus confinés au vestiaire. Ils étaient une présence corrosive constante dans la salle du restaurant. Jessica, enhardie par le drame, devint plus audacieuse, ses railleries plus vives et plus publiques. « Tu fêtes un anniversaire, Chloé ?» ricanait-elle en passant, s'assurant que les autres puissent entendre. « Je me demande si ta mère pourra venir. » La pique cruelle visant la maladie de sa mère était un nouveau coup bas, mais Chloé refusa de lui donner la satisfaction d'une réaction. Simultanément, Richard Fournier, le directeur de Salle Ambitieux, intensifia sa propre campagne.
Il voyait l'événement privé comme son occasion en or et était déterminé à se positionner comme l'architecte de la bonne fortune de Chloé. Son soutien devint étouffant. « J'ai glissé un mot en ta faveur, Chloé », mentait-il en la coinçant près de la cave à vin. « Quand Monsieur Valois fera son annonce, tu auras besoin d'un allié. Nous sommes une équipe, souviens-toi. » Son contact s'attardait sur son bras, sa sollicitude feinte ressemblant plus à une menace. Chloé se sentait piégée entre une hostilité ouverte et une manipulation insidieuse. Le point de rupture arriva 2 jours avant l'événement. Craignant de perdre le contrôle du récit qu'il avait inventé, Richard décida de lancer une frappe préventive audacieuse. Il aborda Antoine, le maître d'hôtel, avec un visage d'inquiétude soigneusement élaboré. « Antoine, » commença-t-il, sa voix un murmure conspirateur. « Je dois vous parler de Chloé Dubois. Je suis inquiet. » Antoine, dont la seule préoccupation était une soirée parfaitement exécutée pour son client le plus important, accorda toute son attention à Richard. « Quel est le problème ?»« C'est à propos de Monsieur Valois, » dit Richard, secouant tristement la tête. « Pour être honnête, c'est en fait moi qui ai trouvé sa montre. Je l'ai rendue discrètement, ne voulant pas d'histoire. Mais Chloé, c'est une fille gentille, mais elle s'est inventé une fantaisie. Elle croit que Monsieur Valois est épris d'elle, qui lui fait des cadeaux extravagants. » Il se pencha plus près. « Cet événement de jeudi, elle pense que c'est pour elle. J'ai peur qu'elle ne se ridiculise profondément, et par extension, nous tous. Elle est instable. » Le mensonge était audacieux et, pour Antoine, tragiquement plausible. Une jeune serveuse développant une obsession pour un client riche était un scénario qu'il pouvait facilement imaginer, bien plus facilement qu'un milliardaire reclus offrant secrètement une voiture de luxe pour un acte d'honnêteté non vu. Protéger la vie privée de Monsieur Valois était primordial. « Je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas en salle ce soir-là, » conclut Richard, sa voix dégoulinant de fausse empathie. « Peut-être dans les cuisines. Pour son propre bien, bien sûr, pour la protéger d'une douloureuse désillusion. »« Je m'en occupe, » dit Antoine, son expression sombre. Plus tard ce jour-là, Chloé fut convoquée dans son bureau. Jessica regarda avec un sourire triomphant la porte se refermer derrière elle. « Chloé, » commença Antoine, son ton formel et froid. « De sérieuses inquiétudes ont été soulevées concernant votre conduite non professionnelle à l'égard de Monsieur Valois. Ce restaurant ne tolérera pas un tel comportement. » Le sang de Chloé se glaça. « Les rumeurs sont des mensonges, » dit-elle, la voix tremblante. « Je n'ai rien fait de mal. »« Quoi qu'il en soit, » dit Antoine, sa voix finale, « la vie privée de Monsieur Valois est notre plus haute priorité. Je ne peux avoir aucune distraction pendant son événement. Par conséquent, vous êtes réaffecté au service en cuisine pour la soirée. » C'était une humiliation publique, une rétrogradation qui servait de verdict. Elle était mise à l'écart comme un secret honteux, punie pour un acte d'intégrité qu'elle ne pouvait pas prouver. L'injustice était stupéfiante. « Ma décision est finale, » déclara Antoine, rejetant son plaidoyer avant même qu'elle ne puisse le formuler. Chloé sortit du bureau dans un état second, le regard victorieux sur le visage de Jessica étant le dernier tour de couteau. Elle se réfugia dans le vestiaire, son sang-froid se brisant finalement alors qu'elle s'effondrait sur le banc, la clé dans son casier lui semblant un objet maudit. Son choix silencieux et vertueux n'avait apporté ni paix ni soulagement. Il l'avait menée à cela. Elle se sentait complètement seule, convaincue que son propre caractère était devenu l'instrument de sa ruine. Le soir de l'événement privé arriva, enveloppant Paris d'un crépuscule frais. À l'intérieur de l'Orphée, l'atmosphère était électrique. La salle à manger, habituellement bourdonnante de conversation, était d'un silence exquis, chaque table parfaitement dressée comme pour une salle comble de convives fantômes. Tout le personnel était de service, une petite armée rassemblée pour servir un seul et énigmatique invité. Chloé n'était pas parmi eux. Elle était dans la chaleur étouffante de la cuisine, son uniforme de serveuse troqué contre un tablier terne. Sa tâche était d'éplucher des pommes de terre, un travail subalterne conçu comme une punition silencieuse. Chaque coup d'économe ressemblait à une nouvelle humiliation. À travers les portes battantes, elle entendait les chuchotements excités du personnel attendant l'arrivée de Monsieur Valois, ce qui la faisait se sentir comme un fantôme au festin de sa propre chute. À 20 heures précises, Paul Valois entra. Il portait un blazer anthracite sur mesure par-dessus un simple t-shirt, une subtile dérogation à son armure d'entreprise habituelle. Ses yeux gris balayèrent la scène surréaliste tandis qu'Antoine le saluait avec une révérence respectueuse. « Monsieur Valois, le restaurant est à votre disposition. » Richard Fournier, le directeur de salle, s'avança, son sourire poli. « Un plaisir, monsieur. Nous sommes là pour vous assurer une soirée parfaite. » Paul fit un signe de tête sec, contournant son coin habituel pour la table dressée au centre absolu de la pièce.
Il s'assit, un roi solitaire dans une cour de velours, et le spectacle bizarre du service commença. Une équipe de serveurs, menée par une Jessica visiblement nerveuse, présenta un défilé de plats élaborés, chacun pour sa seule considération. Paul resta principalement silencieux, son expression illisible, observant chaque interaction. Il laissa la mascarade se poursuivre pendant le premier plat. Puis, alors que les assiettes étaient débarrassées, il leva une main. Le geste silencieux arrêta net toute l'opération. « Antoine », dit-il, sa voix portant avec une clarté déconcertante dans la salle silencieuse. « Le service est impeccable, mais il manque quelque chose. » Antoine se précipita à ses côtés. « Monsieur, y a-t-il quelque chose que nous puissions vous fournir ?» Les yeux de Paul balayèrent le personnel assemblé, qui se tenait comme des statues. « J'avais l'impression que votre meilleure serveuse était une jeune femme nommée Chloé Dubois, » déclara-t-il calmement. « Je ne la vois pas. Je l'avais spécifiquement demandé. » Un choc silencieux et collectif ondula dans la pièce. Le visage de Jessica devint blême. Le sourire exercé de Richard se figea. Antoine, complètement pris au dépourvu, balbutia. « Monsieur Valois, il y a eu un changement de personnel de dernière minute. Je peux vous assurer que Jessica est l'une de nos meilleures. »« J'en suis sûr, » interrompit Paul, sa voix douce comme de la soie mais avec un courant sous-jacent d'acier. « Mais ce n'est pas la serveuse que j'ai demandée. Où est mademoiselle Dubois ?» Le silence était assourdissant. Tous les yeux se tournèrent vers Antoine, qui jeta un regard impuissant vers son directeur de salle. Richard, voyant son plan s'effondrer, décida de jouer sa dernière carte désespérée. Il s'avança, se tordant les mains dans une pantomime de regret. « Monsieur, si je peux me permettre. » Richard Fournier, le directeur de salle. « Nous essayons de protéger votre vie privée. Mademoiselle Dubois. C'est une fille gentille, mais elle a développé une fixation assez intense. Il y a eu des allégations de cadeaux, d'une relation. » Il secoua tristement la tête. « Nous avons estimé que pour votre confort, il était préférable qu'elle travaille en coulisses ce soir. » Paul écouta toute la performance sans ciller. Quand Richard eut fini, il laissa le silence s'étirer pendant un long et atroce moment. Puis il fixa son regard perçant sur le directeur. « C'est une histoire très convaincante, Richard. Surtout que j'avais l'impression que c'était vous qui aviez trouvé ma montre. » L'accusation atterrit comme un coup physique. Le visage de Richard se déforma de panique. « Oui, c'est exact, monsieur. Je l'ai trouvé. Je ne voulais juste pas d'histoire. » Menteur. Le mot ne fut pas crié, mais prononcé avec une force si calme et létale qu'il coupa le souffle de la pièce. Paul plongea la main dans son blazer et en sortit un petit enregistreur audio. Il appuya sur un bouton. La propre voix mielleuse et conspiratrice de Richard emplit le restaurant. « C'est en fait moi qui ai trouvé sa montre. Je pense qu'elle va se ridiculiser. Pour son propre bien, bien sûr. » C'était un enregistrement parfait de sa conversation avec Antoine. La couleur quitta le visage de Richard. Antoine le dévisagea, son expression passant de l'incrédulité à la fureur pure. Paul éteignit l'enregistreur. « Et quant aux allégations de cadeaux, » continua-t-il, son regard implacable se déplaçant vers Jessica, dont le visage était maintenant un masque de terreur, « cela ressemble-t-il à une liaison secrète ?» Il fit un geste vers la grande salle vide. « Ceci est une déclaration publique. » Il se leva de sa chaise, sa grande silhouette commandant l'attention absolue de chaque personne présente. « Je suis ici ce soir pour une seule raison, reconnaître publiquement un acte d'intégrité si profond qu'il doit être célébré. Il y a quelques nuits, j'ai laissé une montre à ma table. Un cadeau de mon défunt père, un objet d'une valeur sentimentale incommensurable. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Cette montre a été trouvée par une jeune femme qui, comme je l'ai appris depuis, fait face à d'immenses difficultés personnelles. Elle aurait pu la vendre et résoudre tous ses problèmes. Personne n'aurait su. Mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a rendue, silencieusement, anonymement, et sans attente de récompense. Cette femme, annonça-t-il, sa voix résonnant d'autorité, était Chloé Dubois. » Il se tourna vers les portes de la cuisine. « Antoine, faites venir mademoiselle Dubois ici. Maintenant. » Antoine, le visage sombre de honte, se dirigea d'un pas rapide vers la cuisine et poussa les portes. Un instant plus tard, Chloé apparut, clignant des yeux sous les lumières vives de la salle à manger. Portant toujours le tablier terne, le visage barbouillé et les yeux cerclés de rouge, elle semblait complètement déconcertée. Paul Valois se dirigea droit vers elle, son expression s'adoucissant à son approche. Le masque froid et analytique avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à un profond respect.
Mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix maintenant douce mais assez forte pour que tous l'entendent. Je crois que ceci vous appartient. Il plongea la main dans sa poche et tendit la clé Mercedes sur la paume de sa main. Les rumeurs n'étaient vraies que sur un point, déclara-t-il, ses yeux se plongeant dans les siens. Je vous ai bien fait un cadeau. Non pas comme un amant secret, mais comme un sincère admirateur de votre caractère. L'honnêteté comme la vôtre est la denrée la plus rare en ce monde. Elle mérite d'être récompensée, pas punie. Ceci est une clé, un symbole, un message à tous que l'intégrité compte. Il plaça la clé dans la main tremblante de Chloé. Des larmes coulèrent sur son visage, non plus des larmes de chagrin, mais de choc, de soulagement, d'une justification bouleversante. La serveuse, qui avait été humiliée et cachée, se tenait maintenant au centre de la pièce, honorée par l'homme même qu'on l'accusait de tromper, sa vertu silencieuse ayant enfin trouvé une voix. Le silence qui suivit la déclaration de Paul Valois était absolu. Il fut rompu par Antoine, dont le visage était un masque de fureur froide. Il se tourna vers Richard. « Vous êtes renvoyé. Sortez. » Richard, dépouillé de son charme mielleux, lança un seul regard haineux à Chloé avant de tourner les talons et de disparaître du restaurant et de sa vie. Le regard d'Antoine tomba ensuite sur Jessica. Elle se tenait figée, une statue de malice exposée. « Vous aussi, cracha-t-il, les mots comme des éclats de glace. Votre poison n'est plus le bienvenu ici. » Jessica sembla rétrécir, sa confiance tranchante se dissolvant alors qu'elle s'éclipsait, une figure disgraciée avalée par les ombres. Le reste du personnel se tenait dans un silence contrit, leur jugement antérieur étant maintenant une source palpable de honte collective. Paul Valois reporta son attention sur Chloé. Elle était clouée sur place, la clé un poids lourd et solide dans sa main, toute la scène surréaliste tourbillonnant autour d'elle comme un rêve fiévreux. « Mademoiselle Dubois, » dit doucement Paul, sa voix la tirant de sa torpeur. « Veuillez vous asseoir. » Il désigna sa table. Antoine, son professionnalisme luttant avec son profond remords, se précipita pour tirer la chaise en face. De M. Valois. Alors que Chloé s'y laissait tomber, il se pencha, sa voix un murmure bas. « Mademoiselle Dubois, je suis profondément désolé. Je vous ai fait défaut. Cela ne se reproduira pas. » Chloé, voyant le regret sincère dans les yeux du redoutable maître d'hôtel, ne put offrir qu'un petit signe de tête pardonnant. Le vaste restaurant, vide, s'estompa à l'arrière-plan. L'univers se rétrécit à l'espace entre elle et l'homme de l'autre côté de la table. Le masque froid et analytique auquel elle était habituée avait disparu, remplacé par une expression de sincérité profonde et réfléchie. « Je vous dois des excuses, » commença Paul, sa voix directe. « Ma méthode pour vous récompenser était peu conventionnelle. J'ai mal calculé comment les autres réagiraient, et cela vous a par inadvertance causé une grande peine. J'en suis sincèrement désolé. » Chloé retrouva sa voix, bien qu'elle ne soit guère plus qu'un murmure. « Vous n'avez pas à vous excuser. J'ai seulement fait ce qui était juste. » Un léger et rare sourire effleura les lèvres de Paul. « Mademoiselle Dubois. »« Chloé. Très peu de gens font ce qui est juste quand faire le mal est tellement plus facile. Surtout quand ils sont dans votre situation. » La déclaration était factuelle, mais elle lui disait tout. Il savait. « Je vis dans un monde de transactions. Votre acte d'intégrité silencieux et anonyme était une anomalie, une donnée qui défiait tous les algorithmes que je connais. Je devais le comprendre. Ma mère m'a toujours appris que notre caractère est la seule chose que l'on possède vraiment, » dit Chloé, les mots lui donnant de la force. Vendre cette montre aurait été comme vendre la seule partie de moi qui comptait. Votre mère est une femme très sage, dit Paul, son regard direct et rempli d'une admiration qui semblait plus précieuse que n'importe quelle voiture. Il fit glisser une élégante carte de visite sur la table. Elle ne portait que son nom et un numéro privé. La voiture est un symbole, un outil. Mais le problème qu'elle était censée résoudre nécessite une solution plus directe. La dette que vous portez est un fardeau que vous n'auriez jamais dû avoir à supporter. Il se pencha en avant, sa voix baissant légèrement, imprégné d'un pouvoir tranquille qui modifia l'atmosphère même. J'ai une fondation qui finance la recherche sur les maladies neurologiques, travaillant avec les plus grands spécialistes mondiaux de la sclérose en plaques. Demain matin, le directeur de cette fondation vous appellera. Ils prendront en charge le cas de votre mère. Entièrement. Toutes les factures passées seront effacées. Tous les traitements, thérapies et dépenses futures seront couverts indéfiniment. Elle aura accès aux meilleurs soins qui existent. C'était le vrai cadeau. Pas la voiture, pas l'argent. Mais ceci. C'était le don de l'espoir, de la vie, d'un avenir pour sa mère. Le poids écrasant que Chloé avait porté pendant des années, la marée implacable de factures et de peurs,
s'évapora tout simplement. Le soulagement fut un choc physique, un barrage se rompant en elle. Des sanglots de joie pure et sans mélange secouèrent son corps. Je ne sais pas quoi dire, pleura-t-elle. Merci n'est pas un mot assez grand. Il n'y a rien à me remercier, répondit Paul, sa voix douce. Votre intégrité est son propre paiement. Vivez bien votre vie, Chloé. C'est tout le remerciement que je demande. Il se leva, sa présence imposante même dans son calme. La voiture vous sera livrée demain. Je pense, ajouta-t-il avec ce même petit sourire surprenant, que vous avez mérité un jour de congé. D'un dernier signe de tête, il se retourna et sortit du restaurant, laissant Chloé seule à la table au centre de la vaste salle silencieuse. Elle regarda la clé de voiture dans une main et la carte de visite dans l'autre. C'étaient les symboles d'une nouvelle réalité stupéfiante, la preuve tangible qu'un seul acte de vertu silencieux avait réécrit son monde entier. Le drame était terminé. Sa nouvelle vie ne faisait que commencer. L'histoire de Chloé est un puissant rappel que dans un monde qui semble souvent bruyant, cynique et transactionnel, le pouvoir silencieux de l'intégrité peut avoir l'impact le plus profond. Elle n'a pas cherché de récompense. Elle n'a pas demandé de reconnaissance. Pourtant, son choix simple et honnête a résonné dans le cœur d'un homme qui avait tout, sauf peut-être une raison de croire en la simple bonté. Son parcours d'une serveuse en difficulté à une femme en contrôle de son propre destin ne concernait pas la voiture ou l'argent. Il s'agissait de la validation de son caractère. Nous sommes tous confrontés à nos propres moments de montre perdue, des choix, grands et petits, qui définissent qui nous sommes. Qu'auriez-vous fait? Nous croyons que des histoires comme celle-ci, des histoires de drames de la vie réelle et de vertus inattendues, méritent d'être entendues. Si l'histoire de Chloé vous a ému, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que les bonnes actions ne passent pas inaperçues et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies incroyables. Votre soutien nous aide à continuer de partager des récits qui prouvent que le caractère est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur.